bienvenue. La séance est donc ouverte. Nous poursuivons les auditions de notre commission d'enquête visant, je cite, à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Pour répondre à nos interrogations, nous avons souhaité croiser les points de vue d'économistes, d'experts, de responsables d'administration et bien entendu ensuite d'hommes et de femmes politiques, de responsables politiques. Nous accueillons ce matin 3 invités de grande expérience que je remercie vivement d'avoir accepté de participer à nos travaux. Tout d'abord, Pierre-Mathieu Duhamel, qui, après avoir conseillé notamment le Premier ministre Alain Juppé, a dirigé à Bercy plusieurs administrations centrales, dont la direction du budget de 2002-2006, c'est bien ça, 2002-2006, et qui enseigne les finances publiques à Sciences Po. J'ajoute que Pierre-Mathieu Duhamel était maire d'une belle commune des Hauts-de-Seine, et à l'époque, nous travaillions ensemble. Erwan Lenohan, dont j'apprends qu'il est avocat, et lui aussi enseignant à Sciences Po, après avoir exercé notamment à l'autorité de la concurrence et avoir été rapporteur de la commission Attali pour la libération de la croissance, et auteur de plusieurs ouvrages auxquels je ferai référence tout à l'heure. Et enfin, Henri Sterdignac, qui est économiste, ancien administrateur de l'INSEE, chercheur à Sciences Po et naguère cofondateur de l'OFCE, et aussi l'un des fondateurs du mouvement des économistes atterrés. Alors, pour favoriser un échange interactif et dynamique, nous ne ferons pas de propos liminaires. D'emblée, nous passerons aux questions. J'ouvrirai le feu, si je puis dire. Ensuite, monsieur le rapporteur, et ensuite, mesdames et messieurs les députés, nous en avons pour 1h30, et nous prendrons évidemment le temps. Alors, l'idée, c'est évidemment que ça soit... d'éviter les longs développements, même si, évidemment, nous n'allons pas vous réduire à une vidéo TikTok de 30 secondes, ni à un tweet de je ne sais pas combien de signes, mais nous cherchons évidemment la complexité, simplement trouver le bon timing pour avoir le temps de s'exprimer. Auparavant, je dois vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Donc, je vais commencer peut-être une première question que je pose à M. Duhamel et M. Sterdignac, donc vous répondrez dans l'ordre que vous souhaitez. La dette dépasse aujourd'hui les 110% du PIB. Donc, que pensez-vous de la situation? Question un peu large, bien entendu. Le professeur Facchini, qui a été interviewé par Nos Soins il y a une dizaine de jours, nous a expliqué lors de son audition que des travaux académiques concluent qu'au-dessus du seuil de 75% du PIB, enfin 70-75%, la dette tuait la croissance plutôt que de la créer. Et donc, cette idée n'est pas partagée par d'autres personnes qui ont été auditionnées. Je pense en particulier au président de la Commission des finances, M. Coquerel, la semaine dernière. Que pensez-vous de cette idée? Y a-t-il, selon vous, un plafond à ne pas dépasser, une bonne et une mauvaise dette? Monsieur Duhamel ou Monsieur Sterdignac, quel est votre sentiment? Éclairez-nous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de m'avoir convié devant vous. Au titre de l'exactitude appelée par la prestation de serment, Monsieur le Président, je voudrais préciser que je ne suis plus professeur à Sciences Po depuis l'an dernier. Je suis toujours ancien directeur du budget parce que ça, c'est une caractéristique qui est assez difficile de perdre. Alors, la question, j'ai envie de dire, assez large que vous posez, je serais tenté de dire la dette ne crée rien. C'est la dépense qui crée quelque chose. Et donc, répondre à votre question, indépendamment de ce point de savoir si un niveau de 75, de 100 ou de 150 constitue des raisons de s'alarmer, et on peut naturellement y revenir. J'ai envie de vous dire, c'est l'analyse de ce qu'on fait avec l'argent public qui est lié à l'emprunt que l'on va pouvoir répondre à votre question. C'est en fonction de l'allocation de l'argent public entre les différentes possibilités qui s'offrent au pouvoir public, au gouvernement et au Parlement que vous aurez ou pas un impact significatif sur la croissance. Moi, je ne crois pas, en tout état de cause, que dépenser pour dépenser est une quelconque vertu. Alors ça, c'est ce que dit, bien sûr, la théorie keynésienne, qui est à peu près la seule qui est propagée dans notre beau pays, mais un certain nombre d'études ont montré les limites de cet exercice. Et le fait que si c'est agréable à court terme, ça n'a pas forcément de vertu,
ni à moyen, ni à long terme. Mais là, ceci nous conduirait naturellement à une analyse fouillée de nos dépenses. C'est un sujet, bien sûr, qui est abordé à la fois dans la littérature et dans les réflexions de l'exécutif et du Parlement, et j'imagine qu'on pourra y revenir. Mais pour répondre en termes rapides à votre question, j'ai envie de dire l'analyse de l'impact de l'endettement sur la croissance, c'est l'analyse de la dépense sur la croissance. Monsieur Serdignac. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que la plupart des grands pays développés ont aujourd'hui des dettes importantes. Et on a, si on regarde l'ensemble des grands pays, on a en moyenne des dettes publiques qui représentent 100% du PIB, avec, pour prendre des exemples en dehors de la zone euro, le Royaume-Uni, les États-Unis 122% du PIB et le Japon 260% du PIB. Donc, analyser la dette publique, la croissance de la dette publique, c'est pas la peine de chercher des causes franco-françaises. Hein, c'est une caractéristique de l'ensemble des économies capitalistes développées. On est dans une situation où globalement il y a un déficit de demande à l'échelle mondiale, ce qui a fait que de 2008 à 2019, tous les pays ont eu des déficits importants et on a maintenu des taux d'intérêt très bas, on n'a pas eu de pression inflationniste, donc on avait besoin de la dette pour soutenir l'activité. Et donc, lorsqu'on parle de la dette, il faut bien distinguer les situations. Il y a une partie du déficit qui est nécessaire pour des raisons conjoncturelles. La question n'est pas qu'elle soutient la croissance, la question est qu'elle impulse la croissance. La question, c'est qu'on en a besoin pour soutenir l'activité. Ensuite, on peut avoir, comme c'est le cas aux États-Unis actuellement, la tentation d'aller plus loin, de relancer coûte que coûte l'économie au prix d'un certain risque d'inflation. L'exemple américain semble montrer que ça marche et qu'on est mieux lorsqu'on a des politiques relativement actives que lorsqu'on a des politiques dites de consolidation budgétaire qui peuvent amener une stagnation de l'activité, surtout si c'est à l'échelle de l'ensemble de la zone euro. Donc, la dette n'est pas foncièrement une question de dépenses publiques. Quand on regarde, par exemple, le Japon, on voit que le Japon a une dette de 250% du PIB, alors qu'il a un montant de dépenses publiques de 40% du PIB. Et c'est l'inverse si on regarde la Suède, qui a beaucoup de dépenses publiques et qui a relativement peu de dettes. Donc, ce n'est pas la bonne piste d'attribuer la dette à un excès de dépenses publiques. La dette, foncièrement, s'explique par des besoins macroéconomiques d'équilibre. Bien sûr, tous ces chiffres disant au-delà d'un certain niveau, la dette est nuisible, c'est des travaux qui ne sont pas validés scientifiquement. On peut, bien sûr, on peut trouver des exemples dans un sens et dans l'autre. Il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Monsieur Serdignac, vous avez déclaré, je crois que, alors je vous cite, s'endetter ne coûte rien. Pourtant, les intérêts de la dette, risquent de devenir le premier poste de dépense de l'État et donc obérer l'utilisation que l'on peut faire de l'impôt. C'est exactement le point de vue contraire du mien. C'est-à-dire que pour moi, pour évaluer le coût de la dette, il faut prendre le taux d'intérêt payé sur la dette. Actuellement, c'est 1,7%, et le comparer avec la croissance en valeur. Et donc, là, on est quand même dans une situation un peu exceptionnelle,
puisqu'on a eu une croissance en valeur en 2023 de 6,4%. Donc la dette, une partie de la dette s'est évanouie grâce à grâce à l'inflation, si on peut dire. Enfin, le ratio de dette a baissé grâce à l'inflation. Et dans une période normale à venir, si on a grosso modo une croissance en valeur de l'ordre de 3,3%, tant qu'on ne paye pas le taux d'intérêt apparent sur la dette, c'est 1,7%, ça va monter doucement. Il n'y a aucune preuve jusqu'à présent que le taux d'intérêt sur la dette va dépasser le taux de croissance. Et même en 2070, selon le pacte de stabilité, le taux d'intérêt sur la dette restera inférieur au taux de croissance de l'économie. Donc la dette ne coûte rien si on mesure correctement le coût de la dette. C'est ça. Pour vous, la dette ne pose problème que si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, bien entendu. Exactement. Ouais. N'est-ce pas un peu périlleux de faire des prévisions à 2060 ? J'ai fait un lapsus, je veux dire à 2017. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. 27. 2027. 27, oui. Très bien. Depuis 2017, particulièrement à l'époque où les taux étaient nuls, est-ce qu'il y a eu des occasions manquées, Monsieur Duhamel, dans la gestion du budget et de la dette? Parce que la situation était particulièrement inhabituelle, avec ces taux très faibles, voire nuls. Si j'interprète votre question, Monsieur le Président, c'est aurait-on dû emprunter plus que les sommes déjà considérables qu'on empruntait? Je ne sais pas, à vous de... Pour le plaisir d'emprunter plus. À vous de répondre comme vous le souhaitez. Alors, c'est ma réponse. Donc pas d'occasion manquée. Encore une fois, dans ma compréhension des mécanismes, nous empruntons pour deux choses. La première, c'est pour financer le déficit courant de l'année, et la seconde, c'est pour rembourser les tombées d'emprunt des exercices précédents. Et vous le savez très bien, c'est la somme de ces deux termes qui fixe le programme de financement annuel de l'État. Donc dire « je vais rentrer de la dette supplémentaire », a priori, je n'ai pas l'usage. Or, l'État, nous le savons, ne stocke rien. C'est d'ailleurs peut-être un problème si on nous compare à d'autres situations où les États souverains ont, le cas échéant, des actifs considérables à leur disposition en regard du passif. Ce n'est pas, malheureusement, le cas de l'État français. Donc, l'idée de dire « je vais rentrer de la dette supplémentaire dont je n'ai pas l'usage, mais j'en aurai peut-être l'usage un jour », me paraît, en termes de gestion pure et simple, une idée peu défendable. Certains États disposent de fonds souverains. Oui. Je peux vous donner l'exemple d'un pays où j'ai passé 4 ans, qui s'appelle la Norvège. Le fonds souverain norvégien représente approximativement 3 fois le PIB de la Norvège. Alors, vous allez me dire, c'est un relativement petit pays. C'est un relativement petit pays qui détient, à travers le fonds souverain, environ 1,5% de la capitalisation mondiale. 1,5%. Il n'y a pas d'entreprise du CAC 40, il n'y a pas de grandes entreprises mondiales qui n'aient le fonds souverain comme actionnaire. À partir de là, on voit les tempéraments nationaux apparaître. La Norvège a posé des règles très strictes sur l'utilisation des actifs, ou plus exactement du produit des actifs qui sont dans le fonds souverain. Et elle a donc créé, dès le départ d'ailleurs, avant que le fonds souverain n'ait la dimension que nous lui connaissons aujourd'hui, des principes en limitant annuellement le montant en pourcentage du prélèvement que les finances publiques norvégiennes opèrent sur le fonds souverain. La limite était au départ à 4%, elle est aujourd'hui à 3% parce que le dénominateur a grandi. Et vous avez là une logique qui fait au fond de chaque Norvégien non pas le détenteur d'une dette, mais le détenteur d'un actif qui est estimé aux alentours de 300 000 euros. Bon, évidemment, ça fait rêver l'ancien directeur du budget, Monsieur le Président, je ne vous le cache pas, mais il faut reconnaître aussi que nous n'avions pas, dans le plateau continental français, les mêmes ressources que ce que les Norvégiens ont découvert. Donc, on ne peut pas nous reprocher non plus de ne pas avoir réussi ce tour de force. Et peut-être que notre tempérament national, comme vous le dites, nous aurait conduit à
à prélever plus que ces 3 ou 4%. Je n'exclus pas. Voilà. Oui, il y a des exemples d'ailleurs qu'on pourrait donner sur des fonds de réserve. Le gouvernement avait déclaré, je reviens sur un sujet un peu conjoncturel, 1,4% de croissance en début d'année. Il a baissé la donnée à 1%. Il y avait, semble-t-il, un consensus d'économistes un peu plus bas. Certains disaient 0,8. Et là, je m'adresse à l'ancien haut fonctionnaire de Bercy, monsieur Duhamel. Est-ce que ces écarts vous paraissent sortir de l'ordinaire? Est-ce que vous avez un commentaire à faire? J'ai beaucoup de mal à résister à citer l'ancien président de la République qui disait « Les prévisions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir ». Vous le reconnaîtrez aisément à travers cette formule. Mon sentiment est que chaque année, systématiquement, on se trompe. Quand je dis « on », je mets dans le même sac l'ensemble de l'appareil de prévision économique et financier de l'État et naturellement les instituts de conjoncture. Parce qu'on fait toujours l'exercice qui consiste à comparer la prévision publique aux résultats publics. On devrait aussi de temps en temps comparer la prévision des différents organismes qui sont sur la place et le résultat effectif. Mais ceci n'est pas pour jeter la pierre à quiconque, c'est un art difficile. Le sujet, j'ai envie de dire, Monsieur le Président, c'est l'ampleur, l'amplitude de l'écart in fine. Et la question de savoir si cette amplitude est dans la norme moyenne des erreurs ou si elle est notoirement supérieure à l'erreur moyenne. Et si elle est notoirement supérieure à l'erreur moyenne, il y a matière à analyse, c'est tout ce que je peux dire. Je ne suis plus dans le circuit étatique de ce point de vue-là depuis longtemps, et donc je me garderai bien de dire il s'est passé ceci ou il s'est passé cela, alors que je n'étais en rien partie prenante au déroulement des opérations. Merci. Avez-vous un avis, M. Sterdignac ou vous-même, M. Duhamel, sur l'idée d'une règle d'or qui a été évoquée dans le débat public plusieurs fois? Oui, il existe une règle d'or qu'il faut utiliser avec de bon escient. La règle d'or, c'est on prend le déficit structurel, on lui enlève la dépréciation de la dette en raison de l'inflation. Donc on a un déficit corrigé, et ce déficit corrigé, il doit être égal à l'investissement public net plus éventuellement les subventions à l'investissement privé. C'est la règle d'or des finances publiques qui a été découverte, si on peut dire, au XIXe siècle par monsieur Leroy-Beaulieu à Sciences Po. Cette règle nous autorise, la France, normalement, à avoir un déficit public dans une situation normale de l'ordre de 3,2% du PIB. Parce que, voilà, on peut dire c'est une sorte de norme qu'on peut se fixer. Par ailleurs, si on veut stabiliser la dette à 100% du PIB, c'est également un déficit de l'ordre de 3,2% la norme. Donc, conclusion, c'est pas la peine de faire... Enfin, c'est pas de l'actualité aujourd'hui, mais c'est pas la peine de faire d'efforts pour avoir un déficit public inférieur à 3,2% du PIB. C'est QFD, merci, M. Duhamel. Oui, alors j'ai une règle beaucoup plus simple, Monsieur le Président, elle s'appelle l'équilibre. L'équilibre, c'est ce à quoi on doit tendre lorsque on veut maîtriser son destin. C'est-à-dire qu'on doit avoir les moyens de conduire sa politique dans la durée avec, j'allais dire en moyenne, naturellement, des recettes qui couvrent les dépenses. Ceci, bien sûr, souffre des exceptions. Lorsque, là-dessus, je ne renie en rien la théorie keynésienne, l'économie ralentit, nous avons d'abord spontanément le jeu des stabilisateurs automatiques qui va réduire nos recettes, et nous avons vocation, le cas échéant, de manière ciblée et construite, à stimuler la croissance économique de manière à remettre l'économie sur son sentier de potentiel. Mais une fois qu'elle y est, il n'y a aucune espèce de raison pour que les dépenses ne soient pas couvertes par les recettes. Alors c'est vrai que nous en avons un tout petit peu perdu l'habitude. Il faut avoir plus de 50 ans
pour avoir connu la situation que je viens de décrire. Et, pour faire une allusion au territoire que vous évoquiez, Monsieur le Président, le dernier ministre des Finances qui a exécuté un budget à l'équilibre s'appelait Jean-Pierre Fourcade. Donc, évidemment, dans la mémoire longue, tout ceci commence à être un peu enseveli. Ce n'est pas une raison pour que cet objectif, qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, celui qui est défini par nos engagements européens et par un certain nombre d'autres caractéristiques que je viens de rappeler, ce n'est pas une raison pour considérer que ce mot d'équilibre n'a plus vocation à être prononcé. Je pense pour ma part qu'il a tout à fait droit de citer en ce qui concerne les finances publiques. Mais l'équilibre tel que vous définissez n'a aucun fondement économique. Il n'y a aucune raison d'estimer que, en particulier, la quasi-totalité des économistes s'accordent à dire qu'on peut financer l'investissement par l'emprunt public. Donc, d'abord, la règle ne peut s'appliquer que pour les dépenses courantes. L'investissement est ailleurs. Et d'autre part, il faut corriger le déficit de la dépréciation de la dette. Quand vous regardez la plupart des pays, il n'y a pas que la France, la plupart des pays, le fait d'avoir l'équilibre tel que vous dites est extrêmement rare. La plupart des pays, ce n'est pas une caractéristique de la France de ne pas avoir ce que vous appelez l'équilibre. Merci, M. Sardignac. Toutefois, vous avez fait la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Point de rupture que connaissent bien les collectivités territoriales qui, comme vous le savez, sont soumis à ce principe simple, c'est que l'emprunt ne finance que l'investissement. J'entends ensuite qu'il y a un débat, certains considérant par exemple que les salaires des professeurs pourraient être de l'investissement, ce qui n'est pas le cas dans la définition que s'appliquent les collectivités territoriales. Donc, M. Sardignac, vous avez dit il ne faut pas que l'emprunt, la dette, finance la dépense courante. N'est-ce pas le cas actuellement ? Je me répète, la règle s'applique pour le déficit structurel, c'est-à-dire il faut corriger le déficit de la mauvaise conjoncture. Et évidemment, c'est l'année dernière où on a fait 5,5% de déficit. Normalement, on a grosso modo, par rapport à la règle que j'ai dite, et en supposant que l'inflation revienne à 2%, on a un déséquilibre excessif de 2,6% du PIB, même compte tenu de la règle d'or et corrigé de tout ce que j'ai dit. C'est très bien. Donc, effectivement, l'emprunt finance une partie des dépenses courantes. Monsieur Lenohan, peut-être, si je puis m'adresser à vous, vous avez alors, j'ai perdu mes notes. Voilà. Vous avez beaucoup écrit sur les services publics. Donc, dans une tribune 2024, Les Échos, la tribune s'appelle « La fable de la gratuité des services publics ». On va y revenir. En 2023, dans une tribune de l'opinion, vous dites que la situation des finances publiques est un problème politique avant d'être économique. Vous pouvez développer ? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que le point que j'ai développé dans cette chronique dans l'opinion est double, c'est-à-dire que la dépense publique et au-delà de la question des finances publiques sont des questions qui sont traitées généralement de manière, comptable, des débats d'experts, en oubliant qu'il y a un double volet très politique derrière, des volets qui ont d'ailleurs été évoqués par les deux messieurs à côté de moi. Il y a une première question, un premier volet qui est la question du choix de la dépense publique, qui est évidemment un choix politique, et une seconde qui est la question des conséquences de la dépense publique et de la dette. La question du choix, je pense qu'elle recouvre trois autres questions. La première qui est celle de les priorités que la collectivité nationale se donne en termes de financement public. Qu'est-ce qu'on a envie de financer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça révèle de nos priorités? Le fait qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup pour les retraites, par exemple, plutôt que pour d'autres domaines en faveur de l'avenir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut financer pour l'avenir aussi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est un pays qui a plutôt tendance à vieillir en termes démographiques, donc le nombre d'actifs va probablement baisser.
On est devant nous des défis importants qui sont la transition écologique, la transition numérique, enfin, beaucoup de sujets qui vont supposer des investissements supplémentaires dans un contexte de finances publiques contraints et avec un nombre d'actifs qui diminue. Il n'est pas évident que d'avoir une dette importante soit un atout pour l'avenir. Deuxième question dans cette question du choix politique, c'est celle de l'efficience publique. Est-ce que la dépense aujourd'hui est toujours efficace ? D'une certaine façon, on pourrait considérer que la question du niveau de dépenses publiques n'est même pas à poser. Bon, j'ai tendance à considérer qu'elle a aujourd'hui un niveau qui est une contrainte grave pour l'économie française. Mais mettons cette question de côté. Au niveau de dépenses qu'on a aujourd'hui, sommes-nous certains que les dépenses sont efficaces ? Sommes-nous certains que pour le niveau de dépenses que nous avons et de dette que nous avons, les usagers sont satisfaits ? Sommes-nous certains que les fonctionnaires, les agents publics sont satisfaits ? Sommes-nous certains, par ailleurs, que nos services publics se positionnent favorablement dans la compétition internationale ? À cet égard, 3 réponses, j'aurais plutôt tendance à répondre non, et à considérer qu'on a allez, résumer tout ça en 3 formules. On a aujourd'hui une débauche de ressources et une pénurie de moyens. On a une abondance de fonctionnaires et une absence de services publics. On a une omniprésence de l'État et une défiance croissante des électeurs. Donc en termes d'efficience de les dépenses publiques, je pense qu'il y a un certain nombre d'efforts et de progrès à réaliser. Troisième question, dans ce premier volet sur le choix, et je vous promets que je serai court, il y a derrière la question de la volonté, je pense que la question des choix de dépenses publiques pose celle aussi implicitement de la volonté de nos gouvernants à réformer. Vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'être rapporteur de la commission Attali en 2007-2008, qui avait fait un certain nombre de propositions pour réformer la dépense publique et le fonctionnement de l'État en France. Je ne suis pas totalement convaincu qu'elles aient été suivies ni de mise en œuvre ni d'effet, mais à l'époque, on avait travaillé sur un rapport qui était le rapport Pébreau de 2005. Et le rapport Pébreau, j'ai noté sa formule, disait « Le choix de la facilité depuis 25 ans, à l'époque, est la principale explication du niveau très préoccupant de notre dette publique. » Je pense que le constat que faisait ce rapport à l'époque semble à maints égards aujourd'hui et à travers les décennies confirmé. Deuxième, je vous disais en réponse à votre question qu'il y avait 2 volets dans le politique dans la dépense publique, l'un de choix, l'autre des conséquences. Pour venir aux conséquences, il me semble qu'aujourd'hui on a un certain nombre de conséquences néfastes du niveau de dépenses publiques en France qui sont liées aux 3 questions que j'évoquais, notamment à l'absence d'efficience de la dépense publique. Le premier, première illustration, c'est un délitement du tissu national aujourd'hui en France. Un sentiment d'abandon social d'une partie de la population française, alors même que le niveau de dépenses publiques est extraordinairement élevé, il ne l'a jamais été autant. Je pense que ça suscite une forme d'incompréhension et l'idée qu'il est a priori aussi facile de remettre de l'argent dans les dépenses. Une défiance sociétale. Il me semble qu'un certain nombre une explication et un moteur d'un certain nombre de votes aujourd'hui peut être trouvé dans le fait que une partie des Français a l'impression que la dépense publique est d'une certaine manière gaspillée ou alors confisquée par d'autres, quand on a à la fois un discours qui explique que le niveau de dépense publique est très élevé, qu'il n'y a pas de résultat en termes de services publics et qu'en permanence, il y a aussi une impression de déficit de moyens. Il se crée ce que j'ai appelé dans un de mes livres une guerre pour les miettes, c'est-à-dire que les citoyens français se disputent pour les miettes de dépenses publiques qui restent. Et donc vous avez 2 visions dans ce cas-là. Soit vous faites, pour avoir une image qui est très simplifiée, mais on a aujourd'hui un gâteau de la dépense publique auquel chacun veut accéder, et comme soit on limite le nombre de personnes qui y ont droit, et donc on a des discours hostiles à l'entrée sur le marché du travail d'un certain nombre de populations, on a des discours qui peuvent aussi être hostiles à l'immigration, alors qu'économiquement elle a plutôt des effets favorables. On a une défiance entre citoyens qui est animée par l'inefficacité de la dépense publique. Et puis pour 2 derniers éléments, et j'en conclurai par là, je pense que une des conséquences néfastes de l'inefficience de la politique publique, des dépenses publiques aujourd'hui, et que ça conduit à un étiolement de l'esprit démocratique. Je pense que cette impression que, en dépit de ressources extraordinaires, les moyens ne sont pas là, les services publics sont inefficients, ça ne favorise pas une confiance très élevée en faveur des institutions politiques de notre pays. Et enfin, de manière plus générale, l'accroissement de la dépense publique a des effets évidemment néfastes sur la liberté individuelle, soit par les prélèvements,
obligatoire qui, je vous le rappelle, ne cesse de croître dans notre pays. Ça peut être très légitime, mais un prélèvement obligatoire est par définition une atteinte au droit de propriété. Et il me semble, et vous relirez, si vous le souhaitez, les débats parlementaires de vos prédécesseurs en 1914, ici, quand a été créé l'impôt sur le revenu. Il y avait l'essentiel des débats était sur la question de la liberté individuelle, de l'intrusion de l'administration dans la vie des Français, sur le fait que les Français allaient devoir révéler l'ensemble de leur vie privée à l'administration. À l'époque, c'était une question qui était très importante. Il nous semble que cette question de la liberté individuelle est aujourd'hui assez absente des débats sur les finances publiques. Et l'autre volet, après celui des prélèvements obligatoires, c'est celui de la dépense, puisque dans un régime démocratique, il est normal et naturel que les personnes qui bénéficient des financements collectifs fassent l'objet d'un contrôle social. Une subvention à une entreprise doit faire l'objet d'un contrôle pour vérifier qu'elle est utilisée dans le sens qui a été choisi par l'État ou par le Parlement. Une personne qui bénéficie d'aide sociale doit faire légitimement aussi l'objet d'un contrôle pour vérifier que l'argent de la collectivité est utilisé de bonne façon. Donc, d'une certaine façon, plus la dépense publique croît, plus le contrôle social croît. En somme, il y a un certain nombre de questions politiques qui sont liées à la dépense publique et aux finances publiques aujourd'hui, qui sont, à mon avis, insuffisamment présentes dans le débat public. Vous avez récemment, la semaine dernière, fait référence, je vous lis sur vos tweets, au livre d'Emmanuel Macron, Révolution. Bon, c'était un tout petit peu ironique. Où en est cette révolution, selon vous? Puisque vous avez dit dans votre propos, il y a 5 minutes, que ce que vous reprochez en réalité depuis très longtemps, c'est le rapport Pébro 2005, c'est l'absence de choix, l'absence de décision et le choix de la facilité. Je pense que ce qui a fait le succès de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et qu'il était le porteur qui est apparu comme un projet de renouvellement, c'est ce que portait son livre, donc Révolution, et qui faisait écho, au demeurant, à d'autres travaux qui étaient probablement réalisés avant. Je pense qu'un certain nombre d'éléments sur lesquels on a travaillé dans le rapport Attali, en termes de réformes, de propositions, se trouvaient un certain nombre d'échos non négligeables dans le livre Révolution. Le point que je soulignais, je crois, dans le message auquel vous faites référence, c'est qu'il est double. C'est d'abord que je ne suis pas complètement convaincu que la révolution ait eu lieu depuis 2017, mais à cet égard, peut-être que la promesse était trop ambitieuse, et il ne sera pas le premier candidat à avoir été élu avec des promesses ambitieuses et peut-être insuffisamment traduites dans les faits. Ensuite, ça rejoint un autre point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que on ne réformera pas la dépense publique, ni l'État, ni les politiques publiques en l'abordant de manière comptable. C'est-à-dire que, et j'ai beau être convaincu qu'il vaut mieux avoir un budget en équilibre, expliquer aux citoyens français qu'il faut réduire la dépense publique parce qu'un traité nous l'impose ou parce que des tableaux Excel nous l'imposent, ça a assez peu de chances d'emporter la conviction. Vous mentionniez, je crois, en introduction et dans ma présentation que je travaille avec la Fondation pour l'innovation politique. On avait produit il y a quelques années une note sur comment réformer. Alors, la Fondation pour l'innovation politique ayant comme slogan d'être un think tank libéral, progressiste et européen, on avait regardé les réformes de personnes comme Ronald Reagan aux États-Unis, Gerhard Schröder en Allemagne, etc. Et ce que montraient ces travaux, les travaux qu'on avait réalisés et les enquêtes qu'on avait conduites, c'est que pour emporter une réforme, il faut en fait avoir un narratif, avoir un projet, et que les réformes, notamment les réformes de l'État qui se réalisent, sont celles qui se traduisent par des mesures concrètes, des mesures peut-être uniformes. Je crois que le Canada, en l'espèce, avait des exemples assez intéressants à regarder, mais qui sont portés par un projet, qui sont portés par une vision collective. Et c'est peut-être ce qui, aujourd'hui, dans le débat public, fait défaut. Ça fait défaut parce que la vision que vous portez n'est portée que par une infime minorité de gens. Présenter ce programme aux élections, programme libéral, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas
Nous sommes en 2024, vous ne pouvez pas revenir au débat de 1914 pour dire l'impôt sur le revenu, c'est scandaleux parce que ça frappe, ça oblige les gens à déclarer leurs revenus et ça frappe les riches. Je veux bien que c'est un programme politique tout à fait intéressant, mais présentez-vous aux élections. Et dans le cas du président de la République, effectivement, il avait des projets qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, de fortes baisses des dépenses publiques, mais qui se sont heurtés tout à fait naturellement à la réalité des choses. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, un grand problème en France, c'est qu'il faut remobiliser les fonctionnaires et les services publics. La manière, c'est comment on les remobilise. Est-ce qu'on les remobilise par un projet effectivement libéral ou est-ce qu'on les remobilise en leur donnant les moyens de faire leurs actions comme de manière, disons, conforme aux principes du service public. On a bien vu pendant le Covid qu'il est possible de mieux mobiliser les travailleurs dans la santé si nécessaire, mais ça demande effectivement que ces travailleurs soient persuadés qu'ils travaillent pour la collectivité et pour les services publics. Et il y a certaines réformes dans ce cadre-là qui sont contre-productives. Merci, Monsieur Serdignac. Je vais passer la parole au rapporteur. Monsieur Duhamel voulait dire un mot. Je remarque simplement que le simple mot libéral a provoqué les mois habituels qu'il provoque dans nos assemblées. Monsieur Duhamel, un mot et je passe la parole au rapporteur. Le mot libéral ne marche que quand il est accolé à médecine, monsieur le professeur. C'est la seule exception pour laquelle il y a un consensus positif. Vous voulez dire un médecin hospitalier, s'il vous plaît ? Je voudrais juste préciser un point de sémantique, parce que j'ai entendu parler à plusieurs reprises dans les diverses interventions de réduction de la dépense publique, ou de baisse. Mais personne ne pense qu'on va baisser la dépense publique. La question est de savoir si elle doit augmenter plus vite que le PIB et continuer donc à cannibaliser une partie croissante des ressources produites chaque année par la nation, si elle doit augmenter un peu moins vite que le PIB, de telle sorte de libérer une partie de cette richesse produite pour d'autres usages, de savoir si, le cas échéant, à certains moments, elle pourrait ne pas augmenter plus vite que l'inflation, de manière à contenir nos dépenses au même niveau que l'inflation. Je n'ai, pour ma part, jamais entendu dire que l'on avait l'ambition de dépenser moins d'euros l'année suivante que l'année précédente. Et je ne crois d'ailleurs pas que ce soit faisable. Donc la question que nous devons nous poser, c'est celle du rythme d'évolution de la dépense publique, en la comparant au rythme potentiel d'évolution de nos recettes. Je persiste à penser qu'il y a une relation entre la recette et la dépense. Mais c'est vrai que c'est un peu bêta comme vision du monde. Si vous parlez à nos concitoyens, vous verrez que dans l'ensemble, c'est un concept qui leur est également assez familier. Donc voilà ce que je voulais juste préciser en termes de logique. La baisse de la dépense publique en valeur absolue n'est naturellement pas à l'ordre du jour et je ne crois pas que quiconque la préconise. En revanche, question de savoir à quelle vitesse elle évolue, oui, c'est un débat. Merci. Et la question de savoir aussi où elle se situe chez nous par rapport aux autres, qui n'est pas une question nulle, je crois. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas là pour faire l'exégèse programmatique du Président de la République. Et je rappelle le thème de notre commission d'enquête, qui est la croissance de la dette publique et de son impact sur le pouvoir d'achat des Français. Depuis 2017. En rappelant d'ailleurs que depuis 2017, ce sont les deux seules périodes dans l'histoire récente, sauf erreur, dans lesquelles la dette publique rapportée au PIB a diminué. Je poserai mes questions aléatoirement à vous trois, messieurs, en vous remerciant de votre présence. Premièrement, est-ce que vous considérez qu'il faut qualifier l'endettement, notamment depuis 2017, en valeur absolue, ou bien le rapporter en point de PIB? C'est ce que vous semblez dire, monsieur Sterdignac. Et de ce point de vue, comment le qualifiez-vous par rapport aux autres périodes d'endettement, et notamment la période qui est liée à la crise des dettes souveraines, puis la crise bancaire de 2008? Monsieur Duhamel, c'est à l'ancien directeur du budget que je m'adresse. Quelle appréciation portez-vous sur les prévisions en matière de recettes et en matière macroéconomique depuis le Haut Conseil des finances publiques? Est-ce que vous observez une amélioration du calibrage des prévisions depuis la création du Haut Conseil des finances publiques? Sur l'appréciation de l'endettement depuis 2017,
Est-ce que l'on peut considérer, c'est un petit peu ce que nous ont dit les économistes la semaine passée, mais que l'endettement qui est intervenu depuis 2017 est la résultante d'une dette publique héritée qui était importante en 2017 et donc d'un déficit public hérité et de recettes qui ne seraient pas au rendez-vous, notamment compte tenu de la crise des Gilets jaunes et de leur impact que la réponse apportée par le pouvoir politique à cette crise aurait eu sur l'endettement public. Autrement dit, est-ce que l'endettement depuis 2017 est lié à des baisses de recettes non compensées et non prévues dans le programme initial du président de la République? Monsieur Duhamel, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'impact de l'endettement sur la croissance, mais un impact de la dépense publique. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de risque d'effet d'éviction à l'endettement, et notamment d'éviction au regard de l'endettement privé? Monsieur Lemoine, vous avez évoqué la structuration de nos dépenses, et notamment les dépenses sociales. Quelle appréciation portez-vous sur les réformes qui ont été mises en œuvre pour réduire la dépense publique? Je pense notamment à la réforme des retraites. Et est-ce que vous considérez que la structuration de nos dépenses est singulièrement plus importante en matière de dépenses sociales? Et enfin, j'avais une question pour, oui, beaucoup plus large, mais sur le financement de la transition écologique. Parce que Monsieur Duhamel, vous nous indiquez, vous nous dites qu'on doit tendre vers l'équilibre, mais c'est vrai qu'intuitivement, intellectuellement, on peut comprendre ce que dit Monsieur Sterdignac, qu'il y a des dépenses pour lesquelles s'endetter peut paraître logique et légitime, comme par exemple les dépenses de transition écologique. Est-ce à dire que l'on devrait avoir un impact, qualifier l'impact qualitatif de l'endettement, eu égard à la durabilité des projets qu'il finance? Je vous remercie. Monsieur Duhamel. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous avez évoqué plusieurs points. Le Haut Conseil des finances publiques est évidemment une innovation bienvenue. Vous avez là, au fond, un système de vigie et de filtre, entre guillemets, qui fait que le gouvernement, lorsqu'il présente son équation, est amené à la justifier en amont. Le Parlement dispose d'un avis externe qui lui permet de se faire sa propre opinion. Donc je pense que le système a contribué, bien sûr, à améliorer la qualité de la prévision qui est associée aux différentes lois de finances. Est-ce que, pour autant, ça le rend infaillible? La réponse est évidemment non. Sur les facteurs d'évolution de la dette, dans les différents graphiques que j'ai fait passer en prévision de la réunion de ce matin, vous en trouverez un qui renvoie à la hausse de l'endettement. C'est celui qui est le numéro 7 dans les documents que je vous ai adressés. Bon, la dette est par nature, si on était en chimie, je dirais c'est un produit fatal. C'est-à-dire c'est ce qui résulte de l'ensemble du processus. Après, on peut essayer de redécomposer les conditions et les raisons qui ont créé ce niveau de dette. Ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est que l'évolution de notre dette, elle est continue, mais elle n'est pas constante. Et vous avez 3 points de surgissement qui sautent aux yeux. Ce que j'appelle la petite récession de 1993, la première fois que l'économie française est entrée en récession en réalité depuis le second conflit mondial. Et ça nous a coûté, en gros, un palier de dette supplémentaire de l'ordre de 20 points. On est passé du palier 40 au palier 60. Ensuite, vous avez eu, bien sûr, l'épisode de la crise financière. Et là encore, on est passé d'un palier qui se situait aux alentours de 65 à un palier de 85. Et enfin, bien entendu, la dernière que nous avons connue, pas forcément la dernière en tant que telle, mais la dernière que nous avons connue, qui nous a fait passer d'un palier légèrement inférieur à 100 à un palier aux alentours de 110, ou un peu plus. Donc en gros, chaque épisode précédent nous a coûté 20 points de PIB, et le dernier que nous avons enregistré nous a coûté plutôt entre 10 et 12 points de PIB. Voilà ce que je peux dire de raisonnable et d'observable sur la base des éléments dont nous disposons. Après, on peut essayer de redécomposer tout cela et de réattribuer des morceaux de dette à des facteurs spécifiques, par exemple la chute des recettes qui résulte naturellement du ralentissement économique. Et puis, bien entendu, les mesures que l'on a été amené à prendre pour contrebattre
cette chute d'activité, soit dans le cadre de la récession de 93, soit dans le cadre de la crise financière, soit dans le cadre de la crise sanitaire. Mais ces reconstructions ne nous apprendront pas beaucoup plus, si je puis dire, que la réalité de ce que je viens de vous décrire en termes de paliers. Toutes choses égales d'ailleurs, la dernière crise nous a coûté moins en termes d'endettement que les deux précédents. Voilà les points que je voulais évoquer sur l'aspect endettement et évolution de celui-ci sur longue période. Quand j'ai dit la dette ne crée pas de croissance, c'est la dépense, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est l'utilisation de l'argent public et la manière dont on l'affecte. Ce n'est pas exactement la même chose de payer des charges d'intérêt et de financer des programmes de recherche. Ça n'a pas le même impact potentiel sur la croissance à horizon de 5 ans ou 10 ans. Le plus mauvais usage que l'on puisse faire de l'argent public, de toute évidence, c'est la charge d'intérêt. Elle ne fait que représenter la sommation des décisions publiques passées. Et ce qui est intéressant dans l'utilisation de l'argent public, c'est la projection vers le futur. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de vous dire, moins on a de charges d'intérêt, mieux on se porte. Et en termes de capacité de choix, il est évident à mes yeux que nous entrons dans une période où la charge d'intérêt ayant vocation à s'accroître, à la fois parce que nous avons connu une hausse des taux et parce que, nous ne l'oublions pas, nous avons une hausse du stock qui, même si les taux reviennent à des niveaux plus proches de ce qui serait souhaitable, aux alentours, je n'en sais rien, de 2%, nous ne serons pas dispensés de les payer sur le stock. Donc nous entrons dans une période où la marge de manœuvre en termes d'allocation de l'argent public va se réduire mécaniquement. Et ceci me paraît être le problème central que nous pose en réalité notre endettement, c'est de réduire notre capacité de choix. Sur l'effet d'éviction de l'appel au marché pour financer la dette publique versus le financement des investissements privés, je suis moins spécialiste que d'autres, mais je n'ai pas le sentiment qu'on observe dans l'état actuel des marchés de difficultés particulières à financer et les investissements privés ou l'ensemble du financement de l'économie privée et la dette publique. Et je vous rejoins bien entendu sur l'idée que certaines dépenses ont plus d'intérêt de porter pour l'avenir que d'autres, je l'ai déjà dit, et qu'à ce titre, la justification de leur financement par emprunt est évidemment quelque chose que l'on peut tout à fait soutenir. Simplement, ça a été rappelé par le Président, pour l'instant, nous finançons bien au-delà de nos dépenses d'investissement, nos dépenses totales, par de l'endettement. Donc après, on rentrerait naturellement dans le débat de savoir ce qui est de l'investissement et ce qui nous aide à préparer l'avenir. Je reconnais là un débat légitime où ce n'est pas seulement de la formation brute de capital fixe. On peut tout à fait soutenir que des investissements immatériels ont leur place dans cette logique. Mais nous rentrerons à ce moment-là dans un débat, j'allais dire, de classification, consistant à répartir les dépenses entre ceux qui préparent l'avenir et ceux qui ne le préparent pas. Ce n'est pas un exercice que je trouve inintéressant. Il dépasse probablement un peu l'objet de votre commission et il méritera d'être conduit. M. Lenormand ou M. Stalniak, comme vous voulez. Oui. Je voudrais faire 3 remarques chiffrées. D'abord, l'année dernière, en 2023, on a payé comme charge d'intérêt 1,7% du PIB et le déficit a été de 5,5% du PIB. Si vous faites la différence entre ces deux chiffres, vous obtenez que les marchés financiers nous ont fourni 3,8% du PIB qui ont été utilisés pour faire des dépenses publiques. Donc, la dette, jusqu'à présent, elle nous a toujours soutenus parce qu'elle nous a permis d'augmenter nos dépenses. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est si vous regardez l'année 2023, on a le déficit des administrations, c'est 154 milliards. L'épargne financière des ménages français, c'est 119 milliards. Et la capacité de financement des entreprises, c'est 22 milliards. Donc, ce qui veut dire que, d'un côté, on a certes un creusement de la dette publique, mais de l'autre, on a des ménages dont le revenu a été fortement soutenu et qui ont épargné et qui ont naturellement pu acheter des titres publics. C'est une situation normale. Par ailleurs, on a des entreprises qui ont un taux dont l'État a maintenu le taux de marge malgré la mauvaise situation économique. Et ces entreprises, aujourd'hui, n'ont pas un besoin de financement, mais une capacité de financement. Là aussi,
c'est un élément qui dit, ben voilà, les entreprises ont un profit excessif par rapport à l'investissement, et du coup, on a besoin de titres publics. Troisième, naturellement, troisième remarque un peu pénible, la dette publique a augmenté d'environ 12 points de PIB. On peut chiffrer de manière purement comptable les causes. On a l'héritage qui est le fait que en 2017, lorsque Macron arrive à la présidence, on est déjà en situation déséquilibrée. Donc l'héritage, c'est 6 points de PIB. On a 9 points de croissance de la dette qui s'explique par la mauvaise situation conjoncturelle qu'on a connue durant l'époque. On a 8 points qui s'expliquent par la baisse des impôts. Il faut rappeler quand même que le gouvernement a baissé les impôts de 76 milliards, moitié ménage, moitié entreprise, et naturellement, comptablement, ça explique une partie de la hausse de la dette. On a 8 points de la croissance de la dette qui s'explique par les dépenses exceptionnelles que le gouvernement a fait durant la crise Covid et durant la crise inflationniste. Et heureusement, comme les intérêts qu'on a payés ont été inférieurs au taux de croissance, la dette a diminué de 11 points de PIB. Et par ailleurs, les dépenses courantes ont été gérées avec rigueur. Là aussi, on a économisé 10 points de PIB. Donc, il n'y a pas de mystère. On a un gouvernement qui, naturellement, a soutenu les ménages et les entreprises au moment des crises. La seule question qu'on peut poser, c'est fallait-il effectivement baisser les impôts de 76 milliards dans une situation où on était quand même en déséquilibre. Merci, monsieur Nohan. Merci. Rapidement sur la question qui était posée, je me compris, c'est pour revenir dessus. Oui, aujourd'hui, l'essentiel des questions qui se posent en termes de dépenses publiques portent sur la dépense sociale, évidemment. L'État a fait des efforts assez sensibles sur l'ensemble des dernières années. Et pour rejoindre une autre question que vous posiez, évidemment, à la fois en termes d'efforts de l'État et en termes de dérive globale des finances publiques, il y a un héritage qui était là auparavant. Il reste pas sur la question de la réforme des retraites. La question de la réforme des retraites qui a été conduite, je pense, était un élément utile à la bonne gestion du régime de retraite. Est-ce qu'elle est suffisante pour être durable et soutenable? Je suis probablement pas le meilleur spécialiste du sujet, mais de ce que je lis des travaux, c'est que ce n'est pas complètement certain. Et je pense que ce qui est intéressant derrière ce point, c'est peut-être faire écho à un que je soulevais en début de discussion, c'est-à-dire qu'on est un pays qui vieillit. Aujourd'hui, on a des dépenses, notamment des dépenses sociales, et pas uniquement, mais des dépenses qui sont essentiellement tournées vers une population qui est vieillissante, qui appelle un certain nombre de financements certainement, mais qui sont aussi liés à un déséquilibre démographique qui va poser à tout le moins des questions de compétitivité, mais aussi des questions d'équité, quand on a des politiques qui sont plus tournées vers les personnes qui vieillissent plutôt que vers les nouvelles générations. Merci beaucoup. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour tous ces propos. J'ai une première question pour Monsieur Duhamel sur la réponse que vous avez donnée au Président sur la difficulté de conduire des prévisions. Vous avez indiqué que c'était l'ampleur de l'écart finalement qui était important. Moi, je voudrais que vous puissiez nous préciser si, selon vous, l'écart que nous avons connu sur ces derniers comptes, dans un temps relativement limité, puisque le dernier projet de loi de finances de fin de gestion est daté de novembre, et nous avons eu un écart relativement important en 2 ou 3 mois. Donc, est-ce que l'ampleur de cet écart, pour vous, révèle des erreurs d'appréciation ? Ensuite, j'ai 4 questions qui vous sont destinées finalement à tous les 3. Une première question sur le principe du consentement à l'impôt, qui est un principe pour moi relativement important. Est-ce que, selon vous, l'évolution de la dette aujourd'hui
qui résultent de choix politiques, aussi d'impact sur les priorités, l'efficience, cette évolution de la dette a un impact au niveau des citoyens sur le principe du consentement à l'impôt. Une deuxième question, puisque finalement, en parlant de la dette, nous avons fait un lien très important. Vous avez fait un lien très vite sur la dépense publique, en tout cas pour M. Duhamel et M. Nohan, pas forcément pour M. Sterdignac. Mais vous avez aussi évoqué le lien de la dette, non pas en valeur absolue, mais par rapport au PIB. Moi, je voudrais que vous puissiez nous donner votre sentiment aujourd'hui sur une situation que nous connaissons en France, qui est une baisse de la productivité depuis 2019 de 5%. Donc c'est une baisse importante en peu de temps, ce qui nous conduit aujourd'hui à une richesse inférieure de 15% au niveau allemand, ce qui nous place à la 26e place de PIB au niveau par habitant. Donc qu'est-ce qui pêche au niveau français par rapport à cette situation? Ensuite, j'ai une troisième question. Vous avez évoqué, les uns et les autres, la décomposition entre déficit structurel et déficit conjoncturel. Chaque année, quand nous évoquons cela, et je pense que Mathieu Lefèvre pourra le valider, nous avons des débats, des remises en cause. Est-ce que pour vous, cette décomposition nécessiterait de définir des critères plus précis pour effectivement que nous puissions avoir une définition qui ne soit pas remise en cause, ou une répartition en tout cas de ce déficit entre le structurel et le conjoncturel qui soit agréé par les uns et les autres. Et une quatrième question sur la question des dépenses publiques, parce que moi aussi je partage que c'est la dépense qui crée la dette. Vous avez évoqué que finalement, pour que on puisse emmener les Français je dirais, sur cette question, il faut une vision, il faut un projet commun. Est-ce que pour vous, le fait qu'en 2022, il n'y ait pas eu, je dirais, de campagne électorale présidentielle très forte, que nous n'avons pas eu, selon moi, de projet du candidat Emmanuel Macron et donc du président de la République, est-ce que cette absence de projet, cette absence de points forts déclinés durant la campagne est de nature à être une difficulté pour s'engager dans une réduction des dépenses publiques? Bien, merci. Donc, peut-être M. Sterdignac, M. Lonan et M. Duhamel. D'abord, je voudrais rappeler que lorsque la loi de finances 2023 a été présentée, le gouvernement avait comme prévision de croissance pour l'année 2023 1%. Les instituts de conjoncture étaient à 0,5%. Finalement, c'est 0,9%. Donc le gouvernement ne s'est pas trompé. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste du gouvernement sur la croissance en 2023. Ça ne sera peut-être pas pareil pour les années suivantes. Il n'y a pas eu d'erreur. L'erreur, c'est une erreur de prévision des impôts. Les impôts sont beaucoup moins rentrés que prévu. On sait les administrations se sont trompées sur l'impôt sur les sociétés qui avait fortement augmenté en 2022. Ils n'ont pas vu que ça allait chuter en contrepartie en 2023. Et il y a eu des phénomènes un peu inexplicables sur la mauvaise rentrée de la TVA et de l'impôt sur le revenu en fin de période. Ce n'est pas tragique, je veux dire. On peut dire, bon voilà, c'est un peu louche qu'on nous a annoncé 4,8% de déficit en novembre et en janvier 5,5%. Bon, mais du point de vue économique, ce n'est pas important. De toute façon, le gouvernement ne pouvait plus rien faire pour le déficit passé, donc c'est pas tragique. Je ne pense pas que la dette publique joue sur le consentement à l'impôt. Comme l'a dit mon voisin de gauche, ce qui joue sur le consentement à l'impôt, c'est le fait que les services publics fonctionnent mal. C'est ça que les gens voient. La dette publique, les gens... voilà, ils le voient pas. Ce qui joue aussi, c'est le poids important des cotisations sociales que les gens ressentent. Et c'est pour ça que il faudrait que les partisans de l'État social fassent un peu plus de publicité pour dire oui, on paye beaucoup de cotisations, mais on a des choses en
des choses en contrepartie. On a une chute de la productivité dont une partie est inexpliquée. Une partie est expliquée par le fait qu'il y a plus d'alternants. Une partie est expliquée par le fait qu'on a mis au travail des gens marginaux, qu'il y a des emplois créés dans, par exemple, livraison à domicile qui sont peu productifs. Mais il nous reste un point inexpliqué. Dernier point, effectivement, on ne sait pas distinguer le débat conjoncturel structurel. Ça fait partie, on peut dire, des grands problèmes que les économistes ont à gérer chaque année. Personne ne le sait exactement. Lorsqu'il y a eu un grand choc comme le Covid et l'inflation, certains disent ça ne met pas en cause notre rythme de croissance à 1,35%, et d'autres disent non, il y a eu un choc dépressif, personne ne le sait exactement. Merci beaucoup, Monsieur Lenehan. Merci, Madame la députée. Pour revenir rapidement sur vos questions, en commençant par la dernière, je pense que ce qui permet de faire ce que montraient les travaux qu'on a conduits en 2016, je crois, à la Fondapol, c'est que ce qui permet de conduire des réformes, c'est effectivement la capacité à préparer l'opinion en amont et à emporter une majorité relativement importante. Je crois que le président Giscard, dont on fêtait avait dit qu'il fallait avoir 2 Français sur 3 pour faire une réforme sur la réforme. Je pense que c'est vrai. Est-ce que 2020, quelles sont les raisons qui ont conduit à la conjoncture de 2022, qui ont conduit au fait qu'il n'y a pas eu 2 tiers de Français peut-être à élire le président? Je pense que ça tient. Moi, je crois à la politique de l'offre et qu'au final, la question qu'il faudrait poser est pourquoi il n'y a pas eu d'autres offres alternatives qui, elles aussi, aient réussi à réunir un nombre suffisant de Français pour emporter un élan de réforme. Sur la question de la déficit et de structurel conjoncturel et de l'écart de prévision, je voudrais aborder le sujet de manière un peu différente, et qui est, je crois, une différence entre la démocratie française et d'autres, et notamment la démocratie américaine, c'est que le Parlement américain a la capacité de produire ses propres analyses et ses propres projections. Il y a le Budget Office, je crois, de mémoire, qui est là pour produire lui-même des analyses. Donc il y a une confrontation d'analyses qui, sans vouloir diminuer la qualité des travaux qui sont conduits dans cette Assemblée, mais permettre aux parlementaires d'avoir les éléments d'expertise les plus poussés pour contester et débattre de ce que peut produire le gouvernement américain. Ça ne veut pas dire que les débats parlementaires et budgétaires se passent de manière plus sereine aux États-Unis, mais peut-être pas. Les débats ne se portent pas sur la sincérité des chiffres, en tout cas. Sur la question du consentement à l'impôt, et j'en finirai par là, je rejoins mon voisin de droite. Je pense qu'effectivement, le sujet n'est pas tant celui de la dette que de celui de l'efficacité de la dépense publique et de celui des prélèvements obligatoires. Il y avait un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk qui a écrit il y a une dizaine d'années un livre sur le consentement à l'impôt, en montrant que les crises des démocraties sociales emportaient des risques politiques que j'évoquais tout à l'heure et des risques démocratiques précisément parce que elles affectaient la question du consentement à l'impôt. Merci, Monsieur Duhamel. Merci, Monsieur le Président. Je peux m'inscrire très rapidement dans ce qui vient déjà d'être dit. Sur erreur d'appréciation sur les prévisions, oui, de toute évidence. Après, quelles sont les causes de cette erreur? C'est une analyse fouillée qui permet de le dire. Ce dont je puis témoigner, c'est l'angoisse récurrente du directeur du budget vers le 15 décembre, avant que ne tombent les indications sur les rentrées de la compte sur l'impôt sur les sociétés, qui était le dernier élément massif à caler dans la construction. Et il a pu arriver que cette angoisse soit parfois justifiée. Sur consentement à l'impôt, je crois profondément qu'il est fonction de la qualité des biens et des services que nous proposons à nos concitoyens. Si nous avions, au fond, une situation où, pour la même quantité d'argent public, nous ayons un système éducatif qui fonctionne parfaitement, un système de santé qui réponde aux besoins de la population tels qu'elle les attend, et l'ensemble des services publics qui vont avec, je pense que la question du consentement à l'impôt reculerait de plusieurs cases dans l'esprit public. Sur la question de la productivité, je crois qu'effectivement, une des parties importantes de l'analyse, c'est que les entreprises ont davantage embauché de gens
un peu moins qualifiés, davantage conserver d'ailleurs les intéressés, y compris dans des périodes où le doute était permis quant à la poursuite de leur activité, ce qui a eu pour effet de diminuer la productivité, en tout cas facialement en quelque sorte. Et la question est de savoir si les évolutions qui sont devant nous vont, notamment en matière d'intelligence artificielle et dans différents secteurs, redéclencher des gains de productivité. Alors, les économistes s'écharpent sur cette question. Je ne suis pas économiste et je me garderai bien de prendre parti. Mais nous avons là une question ouverte pour les années à venir, qui a évidemment une grande importance sur notre capacité ensuite à dégager des recettes publiques supplémentaires, et donc sans augmenter les prélèvements, et donc à financer notre dépense publique. Enfin, sur déficit structurel et déficit conjoncturel, chaque année, la question est de savoir quel est le niveau de croissance potentiel. Là aussi, les économistes s'écharpent, je suis bien incapable de les départager. Ce que je sais, c'est que cette notion est néanmoins très précieuse pour apprécier la position de nos finances publiques dans le cycle, et donc orienter, j'allais dire, les décisions qui sont les vôtres, celles du gouvernement et celles du Parlement, quant précisément au niveau de déficit qu'il conviendrait d'avoir, de réduire ou d'augmenter. Et c'est malgré tout un indicateur de pilotage des finances publiques dont il est difficile de se passer. Merci beaucoup. Monsieur Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à nos intervenants du jour. Quand on parle effectivement de l'héritage dont a bénéficié, entre guillemets, Emmanuel Macron en termes de dette, on parle souvent de la situation telle que l'avait laissée François Hollande, en oubliant quand même un certain nombre de choses positives. Le fait que de 2017 à 2019, on est quand même dans un cycle haut de croissance mondiale, le fait qu'ensuite il y a eu des crises, quoi qu'il en coûte, et que tout cela a passé largement la dérive des comptes publics, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle, l'a mise en tout cas sous le tapis, et puis ensuite un phénomène d'inflation qui là aussi a écrasé une bonne partie de la dette supplémentaire. Et donc on peut considérer, une fois qu'on a mis les plus et les moins, que la réalité de la situation, c'est celle d'aujourd'hui. Et donc j'ai plusieurs questions. La première, Emmanuel Macron et même Édouard Philippe, début du quinquennat, je me souviens, se satisfaisaient que plus on empruntait et plus on réduisait la charge de la dette. On était dans un contexte de taux nul, voire parfois légèrement négatif. Et donc tout ça ne se voyait pas parce qu'au final, on ne rembourse jamais le capital. On se contente de tenir compte de ce que représente dans le budget de l'État l'intérêt les charges d'intérêt de la dette. Et donc celle-ci, mécaniquement, se réduisait puisqu'on couvrait des emprunts avec des taux positifs, avec des nouveaux emprunts à taux nuls. Et donc personne ne s'inquiétait de tout ça. Et on n'a pas vu, bien entendu, les cycles, qu'ils fassent 7 ans, qu'ils fassent 10 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ne pas avoir anticipé la remontée des taux en accroissant massivement le stock de dette, quelles qu'en soient les raisons, et de se dire que ça n'allait avoir aucune conséquence, eh bien aujourd'hui, ça nous conduit quand même à une situation inédite que la charge d'intérêt de la dette soit le deuxième budget de l'État et bientôt le premier. Et ça, on ne peut plus rien y faire, l'effet boule de neige est lancé. Et donc, il faut quand même nous expliquer, est-ce que c'est une faute ou non de ne pas avoir anticipé ça? Ce que tout le monde disait, en tout cas déjà à l'époque, en dehors du gouvernement et de la majorité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu défaut d'anticipation, une faute à ce niveau-là? La deuxième, le président a dit, je cite, en début d'année, il n'y a pas de problème de dépenses, il y a un problème de recettes. Alors, très bien, s'il n'y a pas de problème de dépenses, et si on veut garder ce niveau de dépenses, qu'est-ce que cela implique pour les Français en termes de recettes? Puisque, conjoncturel ou structurel, les emprunts, il faut les payer, les intérêts de la dette, il faut les payer. Si on souhaite garder une trajectoire qui soit soutenable, parce que là, si on garde cette trajectoire-là, ça va continuer de dériver. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les intérêts de la dette représentent la moitié du budget de l'État. Je commence à me poser certaines questions. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait prévoir en termes de recettes supplémentaires? Quel pourrait être l'impact pour les Français? Je ne vous demande pas forcément où il faudrait prendre l'argent, mais en tout cas, déjà, du point de vue quantitatif. Et puis, troisièmement, vous dites, on ne peut pas voir ce que sont les dépenses structurelles, ce que sont les dépenses conjoncturelles, mais c'est avant tout un choix politique. Est-ce qu'on peut considérer, comme vous le dites, si ça fait augmenter la croissance, ça peut être vu comme quelque chose de structurel? Eh bien, quand on participe au remboursement de la réparation des grippins ou de la réparation des braguettes, est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est tout à fait structurel dans la dépense publique ou que ça mérite d'être remis en question? Ce sont avant tout, je le reconnais, des choix qui peuvent être, ou des interprétations qui peuvent être politiques. Mais aujourd'hui, force est de constater que pour atteindre ou revenir sur une trajectoire de soutenabilité de la dette, il y a des efforts à faire. Le gouvernement dit encore 20 milliards supplémentaires, c'est ma dernière question.
vous, à quelle hauteur placez-vous cette barre-là? Voilà, merci. Merci. Qui veut commencer? Monsieur Stadignac, allez-y. On a une période où les taux d'intérêt étaient très bas. Il est logique que le Trésor et l'agence et l'AFT, l'agence France Trésor, ont essayé d'en profiter au maximum. On savait très bien que ça allait remonter. Si je peux dire quelque chose qui est un peu hors sujet, l'institut qui a fait la plus grosse erreur, c'est la Banque de France. La Banque de France a acheté massivement des titres publics qui rapportaient rien, à taux zéro, en le finançant avec des dépôts bancaires qu'elle ne rémunérait également à taux zéro. Le problème, c'est que maintenant, elle rémunère ses dépôts bancaires à 4% et qu'elle a toujours des titres qui ne lui rapportent rien. Et donc, elle a un déficit qui, normalement, devrait être ajouté au déficit public, mais heureusement, personne ne le fait. Ce que le président Macron a voulu dire, c'était purement conjoncturel. C'est qu'effectivement, quand on regarde l'année 2023, on a eu une forte réduction des dépenses publiques relativement au PIB. Donc, le président a dit, le problème, c'est pas cette réduction, c'est pas les dépenses qui ont trop augmenté en 2023. Le problème, c'est que les recettes ont chuté beaucoup plus que l'administration l'avait anticipé, et c'est ça qui a fait qu'on a un problème de recettes. Et les opposants à M. Macron peuvent lui rappeler que c'est ces 76 milliards de baisse d'impôts qui sont quand même un peu responsables de la situation. En ce qui concerne la charge de la dette, on l'a dit en début, la charge de la dette française est négative. On ne paye pas, parce que les intérêts versés doivent être corrigés de la dépréciation de la dette causée par la croissance. Et donc, quand on s'endette, quand on paye 1,7% sur la dette en nominale, il faut corriger de la croissance qui, normalement, est de 3,2%. Et donc, la dette nous rapporte 1,5%. Et donc, les charges d'intérêt ne sont pas un poste de dépense important. Et pour terminer, quand on regarde la situation actuelle, le déficit de 5,5% et le fait que, grosso modo, un taux de 3% serait satisfaisant, on voit qu'actuellement, on a un surplus de déficit de l'ordre de 2,5%, soit de l'ordre de 70 milliards qu'il faut combler d'une manière ou d'une autre. Merci, M. Lenel. Et M. Duhamel allez-y. Merci. Ma réponse sera très courte. Et je me contenterai en réalité de citer le rapport Pébro que je mentionnais tout à l'heure. Le choix de la facilité depuis 25 ans est la principale explication du niveau très préoccupant de notre dette publique. Je pense que la question de la gestion des finances publiques n'a pas été, pour des raisons conjoncturelles, politiques, la priorité, mais en réalité d'aucun gouvernement. On est la réforme de l'État à travers elle depuis un certain nombre d'années. M. Duhamel. Quelques points en réponse, monsieur le député, à vos interrogations. C'est vrai, il y a eu un phénomène très agréable, simultané, de baisse longue des taux d'intérêt, mais elle n'a pas démarré en 2017, elle a démarré bien avant. Et quand vous prenez la chronique, je ne l'ai pas remis dans le dossier que je vous ai transmis, de l'évolution des taux d'intérêt et du stock de l'endettement, c'est tout à fait fascinant, puisqu'effectivement, plus on a emprunté, ou plus exactement, plus le stock de dette s'est accru, et plus la charge d'intérêt a baissé. Ce sont des conditions, j'allais dire, exceptionnelles, qui ne se répéteront pas. Et nous avons devant nous le mouvement, sinon inverse, tout au moins la cessation de cette extraordinaire facilité. Et comme nous avons continué à avoir un stock de dette qui s'accroît, nous aurons devant nous, très probablement, je l'ai dit tout à l'heure, une charge d'intérêt qui va augmenter. Et ce sera une contrainte forte dans la construction des budgets à venir. Il n'y a aucun doute à avoir à cet égard.
Sur le débat recettes versus dépenses, sur 2023, je souscris à ce qui a été dit. Alors, je ne connais pas le chiffre de 76 milliards qui a été évoqué. Je connais celui qui est dans le rapport économique et social et financier dont je vous ai remis les extraits dans le dossier. Il n'est pas de 76, il est d'environ 60 milliards d'euros, ce qui représente grosso modo 2 points de PIB. Et il faut simplement avoir présent à l'esprit ce qui s'est passé à l'épisode précédent, c'est-à-dire l'augmentation massive des prélèvements qui a eu lieu entre 2010 et 2014, qui représente, elle, 3 points de PIB. Autrement dit, nous vivons aujourd'hui, non pas avec 2 points de PIB de prélèvement en moins sur longue période, mais avec 1 point de PIB en plus. Donc, lorsqu'on fait la séquence des hausses et des baisses d'impôts, je crois qu'il faut la prendre dans sa longue durée, et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en termes de balance entre le niveau de nos dépenses et le niveau de nos recettes. Mais si tant est que nous parvenions à augmenter nos recettes, je l'ai déjà dit, elles n'arrivent pas à rattraper nos dépenses. Donc le divorce qui s'est produit au début des années 80, en gros, la pension alimentaire est payée depuis une quarantaine d'années par la dette. Merci, Madame Paul-Bois. Et puis, Madame Gruy, ensuite. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, est-ce que vous pensez donc que finalement la dette créée depuis 2017 est liée uniquement au non-financement dû aux baisses d'impôts? Ensuite, vous parlez des services publics, vous dites qu'il y a un mécontentement général des Français. Il n'empêche que nos services publics sont classés au 4e rang mondiaux. Je pense qu'on a quand même des services publics qui fonctionnent. Le problème de leur évaluation, qui est fondée pratiquement uniquement sur des études de satisfaction des usagers, pensez-vous qu'on peut améliorer l'évaluation de nos services publics? Enfin, moi je voudrais dire quand même que par rapport à la situation un peu sombre qui est actuellement définie pour la France, le chômage a quand même baissé de façon importante. La France est la première destination des investisseurs européens. On a créé pas mal d'emplois. Les ménages n'ont jamais autant épargné que depuis 30 ans. Donc voilà, voyez-vous quand même des lueurs d'espoir et d'optimisme dans ce tableau sombre qui est présenté. Alors, êtes-vous optimiste? Je ne sais pas, Monsieur Sardignac, je vois que... D'abord, la dette n'est pas une solution de facilité française. Il faut bien se rappeler que la dette a augmenté dans la plupart des pays développés. Donc on peut dire, dans la plupart développés, tout le monde a des solutions de facilité, mais si on a il n'y a aucune raison d'accabler particulièrement les Français par rapport aux Américains ou par rapport aux Japonais. Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est que en face de la dette, on a une épargne des ménages qui est extrêmement importante, et on a des entreprises qui, avant, les entreprises s'endettaient, et maintenant, les entreprises ont une capacité de financement. Ça veut dire qu'elles ont un profit qui est supérieur à leurs besoins d'investissement. Et donc, naturellement, comptablement, ça se traduit par le fait qu'on a une dette publique. Et la contrepartie de cette dette publique, c'est la bonne santé financière des entreprises et c'est l'épargne des ménages. La situation n'est pas foncièrement catastrophique de ce point de vue. Monsieur Le Doyen. Merci. Bon, je pense que la question de l'optimisme sur l'économie française dépasse la seule question de la dette. Je pense que la France en matière a des atouts. Mais je voudrais quand même revenir sur le premier point que vous avez évoqué, celui de la qualité des services publics français. En la matière, je ne peux m'empêcher de retenir un constat relativement sévère, notamment pour la question de l'éducation qu'on mentionnait tout à l'heure. Je crois que M. Duhamel évoquait le sujet de l'éducation. On est un pays dans lequel le service public éducatif souffre énormément. Je crois que les enseignants expriment à la fois une grande frustration dans leur métier, que les parents d'élèves n'en sont pas satisfaits. Et pour avoir commis il y a quelques années un rapport sur l'enseignement supérieur,
donner juste une illustration de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'enseignement supérieur français. À tort ou à raison, les parents d'élèves aujourd'hui considèrent que l'université n'est plus en mesure de proposer une voie de réussite à leurs enfants dans une part de plus en plus grande. Ça conduit à ceux qui ont les moyens de réussir. Et ceux qui ont les moyens de réussir, c'est globalement deux catégories. Ceux qui ont du capital social, pour le dire très vite, les fils de profs, et ceux qui ont du capital financier, c'est-à-dire les CSP+. Ça les conduit soit à faire les choix des bonnes options pour être dans les voies les plus sélectives pour être sûr d'échapper à l'université, soit de plus en plus aujourd'hui de partir à l'étranger. L'enseignement supérieur français est marqué par un départ des élites vers les universités britanniques, vers les universités américaines, vers des écoles privées qui se développent considérablement en France, précisément pour échapper à l'enseignement supérieur, au système universitaire. Je pense que ce vote avec les pieds est une bonne illustration du fait que le service public éducatif aujourd'hui en France a des marges de progression considérables, et c'est d'autant plus préoccupant que c'est l'avenir, pour le dire de manière très banale, mais c'est l'avenir de nos jeunes générations qui est en jeu. Merci, Monsieur Duhamel. Très rapidement, Monsieur le Président. Madame, bien sûr que je souscris à ce que vous avez indiqué sur les points qui vont bien. Et même si nous examinons nos services publics, nous savons parfaitement que la situation n'est pas uniforme. Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que la question qui se pose est de savoir si par rapport au coût de ces services publics, le niveau de performance et d'efficacité est de rendez-vous. Et c'est au fond la question qu'un certain nombre d'observateurs, y compris ceux qui procèdent à des évaluations, se posent. Dans le petit dossier que je vous ai transmis, il y a la comparaison de notre situation en matière de dépenses publiques avec l'Allemagne. Ces chiffres sont un peu anciens, mais il y en a des plus récents, et en gros, nous avons 10 points de PIB d'écart avec l'Allemagne, ce qui, en PIB français, représente pas loin de 300 milliards d'euros. Bon, la question qui est posée, c'est pour les 300 milliards d'euros en question, qu'est-ce que nous avons de plus et de mieux de ce côté-ci du Rhin par rapport à l'autre? Et quand on prend les différents compartiments, parce qu'ensuite l'analyse bien sûr de cet écart se fait politique publique par politique publique, vous verrez que la question mérite d'être soulevée. Alors je ne dis pas que le modèle allemand est parfait et qu'il faut le copier. Je dis simplement que quand on voit deux pays, au fond assez comparables, qui sont les deux premières économies de la zone euro, qui ne sont pas dans l'un un désert en termes de politique publique et l'autre un paradis. Nous avons de ce point de vue-là beaucoup d'éléments comparables. Cette question mérite d'être approfondie, y compris dans l'intérêt de la qualité des services publics qui sont rendus à nos concitoyens. Voilà, en gros, ce que je voulais répondre. Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord à vous trois de votre présence à nos côtés ce matin. On a parlé de la diminution des actifs. Je parlerai aussi du changement démographique et peut-être de la nécessité d'un changement de logiciel dans le système et dans le mode de fonctionnement. Alors, j'étais pas là en 1914 à la création de l'impôt, et je pense que ça n'est pas une fatalité, et qu'on a justement un État qui a du mal c'est un peu un gros paquebot, et une fois qu'on l'a emmené dans une direction, c'est compliqué de changer de cap. Pour autant, cette fatalité de voir arriver quelque chose en face de nous sans prendre conscience de ce qu'il faut mettre en œuvre m'interroge, moi, en tant qu'élu et politique. On a également un changement de mentalité dans notre société avec une forme d'individualisme qui se met en place beaucoup plus qu'il y a quelques années, notamment avec la création de la sécurité sociale, où on était dans une forme de solidarité collective. On en a beaucoup parlé, ou très peu, pendant la réforme des retraites, avec cette notion de répartition ou de capitalisation, et que peut-être les Français aspirent à une capacité à individualiser un petit peu ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Ensuite, peut-être également évoquer le fait que ce serait nécessaire de recentrer les dépenses sur les missions premières de l'État. J'ai le sentiment qu'on a un État qui veut se mêler de tout et qui vient en fait perdre un peu le sens du régalien, et ce sur quoi on attend aussi une efficacité et une efficience des pouvoirs publics et notamment de l'État. Ça n'est pas une fatalité, mais quand on analyse la composition de la dépense publique, la modification durant les 40 dernières années, on s'aperçoit qu'on a une hausse excessive des prestations sociales, une diminution des charges de fonctionnement et encore une diminution beaucoup plus importante sur la capacité d'investissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, ça n'est pas une fatalité, c'est juste des choix politiques, et je rejoins ce que vous pouviez dire. Ensuite, je m'interroge sur ce volume de recettes. Est-ce qu'on est capable de l'augmenter? Est-ce que vous pensez qu'on aurait la possibilité que tout le monde contribue à l'impôt?
En effet, on a le sentiment à l'heure actuelle qu'on a les personnes qui payent des impôts et qui ne touchent pas ou quasiment peu d'aide sociale, et à l'inverse, on a des personnes qui ne payent pas d'impôts et qui touchent énormément d'aide sociale. Et ça forme un sentiment un petit peu d'injustice à l'heure où justement l'efficience du service public interroge. Et puis je terminerai avec ça, je vais essayer d'être rapide. Il faudrait aussi peut-être qu'on s'appuie sur la bonne gestion des collectivités territoriales, avec des élus qui sont capables, dans le cadre de la règle d'or, justement de respecter un budget à l'équilibre. Et ça me permet de revenir également sur le manque de liberté des élus et du politique face au poids de la lourdeur administrative dans la gestion de leurs dossiers au quotidien. Pour résumer, en gros, on a un État où c'est difficile de faire changer les caps, mais que pour autant, si on n'est pas capable de changer de logiciel, ça sera compliqué pour les années à venir. Merci, madame. Qui veut commencer? Monsieur Serdignac, vous levez les bras. D'abord, l'État est un État social, donc c'est pas seulement l'État, disons, c'est la société qui fait des choix. Voilà. Donc on a fait des choix, en particulier un des choix qu'on a fait, qu'on peut remettre en cause, c'est que en France, les retraités ont le même niveau de vie que les actifs, les mêmes revenus par tête à peu près. Voilà. Il y a des pays où les retraités ont un niveau, la Suède, l'Allemagne, les retraités ont un niveau de vie plus bas que les actifs de 20 ou 25%. Voilà, c'est un choix social. On peut le remettre en cause, mais je veux dire, socialement, il faut se poser la question, est-ce que, compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus de retraités, est-ce qu'on maintient ce choix social ou est-ce que petit à petit on le détruit? La France dépense plus que l'Allemagne, on a la bombe atomique que l'Allemagne n'a pas, on a pendant très longtemps eu 2 enfants par femme alors que l'Allemagne en avait 1,3, ça fait des dépenses d'éducation, des dépenses de famille que malheureusement on va plus avoir si notre taux de fécondité chute. Je pense pas que faire des économies sur les prestations familiales, sur les crèches va dans le bon sens. Donc voilà, ce qui pèse lourdement, c'est l'État social. C'est pas l'État, c'est surtout l'État social qu'il faut, et c'est un choix social. Et dernier point, par nature, l'impôt est redistributif. C'est un choix. Là, c'est un choix politique. Voilà, on a choisi d'avoir un système extrêmement redistributif où on donne beaucoup aux plus pauvres et où on prend aux plus riches. L'impôt est redistributif, on peut le rendre encore plus redistributif. Il y a des idées plus ou moins qui circulent de dire les plus riches ne payent pas assez d'impôts parce qu'ils réussissent à faire de l'optimisation fiscale, donc il faut taxer le capital des plus riches. On peut discuter. Certains disent c'est scandaleux, les gens ne payent pas d'impôts sur le loyer fictif, c'est-à-dire le fait qu'ils occupent leur appartement, on ne fait pas payer un impôt sur l'économie de loyer. Voilà, c'est également une proposition possible, mais foncièrement, on a un impôt qui est redistributif. Merci, monsieur Sadignac. Ne donnez pas trop d'idées, s'il vous plaît, de ce genre. Je répondrai, madame la députée, en faisant 2 remarques très rapides, je crois qui sont impliquées par votre question. La première, c'est la question en réalité du modèle social français. Et effectivement, comme le disait mon voisin, aujourd'hui, le modèle social français a fait le choix d'être très favorable aux personnes les plus âgées et aux retraités dans la société. Je crains qu'on n'ait pas le temps d'ouvrir ce débat aujourd'hui. Donc la seconde remarque que je ferai, c'est que derrière cette question aussi, il y a celui du modèle d'État français, quand vous parliez d'un paquebot qui serait difficile à faire évoluer. En la matière, je crois que un certain nombre de constats ou de propositions qu'on peut exister dans le débat sur l'organisation de l'État, et que plus l'État est décentralisé, un pays est décentralisé et plus l'État même est déconcentré, plus il y a d'autonomie et moins de gros paquebots, pour reprendre votre mot, plus les réformes et les évolutions sont faciles à mettre en œuvre. Mais c'est vrai au demeurant des organisations privées. Merci, monsieur Duhamel. 1 minute. Très, très rapidement, il y a beaucoup d'éléments, madame la députée, dans ce que vous avez indiqué. J'évoquerai simplement les points suivants. En termes d'évolution de la dépense sur longue période, il n'y a pas de doute, c'est le graphique qui figure également dans le dossier que vous avez sous les yeux, page 21, qui montre la déformation de nos dépenses entre 1960 et aujourd'hui. L'effet, évidemment, de capture de la dépense par la sphère sociale est évident. Ça a eu aussi des conséquences dans le pilotage de la dépense.
puisque finalement la part que l'État pilote à travers la loi de finances que vous votez s'est progressivement réduite, y compris en pourcentage du PIB, de manière très forte. La part qui est générée par le système social, elle, s'est beaucoup accrue. Alors, vous la voyez naturellement à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais ces sujets renvoient à la question de savoir comment on coordonne tout ça, et quels sont les instruments que nous avons pour avoir une vision d'ensemble de ces énormes masses. Et puis, bien sûr, il y a la part des collectivités décentralisées, mais elle reste minoritaire. Ce que j'ai envie d'ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est, au fond, le trait national que nous partageons tous, d'un certain goût pour la dépense publique. Quand j'étais directeur du budget, je ne le disais pas à haute voix à l'époque, mais je peux le dire maintenant, j'appelais ça le syndrome bordure de trottoir. Nos concitoyens se tordent le pied sur une bordure de trottoir, ça déclenche immédiatement une attention nationale. Le secrétaire d'État en charge des bordures de trottoir convoque son cabinet, lui demande un plan bordure de trottoir, avec, si possible, une bonne cinquantaine de mesures, les unes législatives, les autres réglementaires, et naturellement, associé à cela, une certaine quantité de dépenses publiques. Alors, vous mesurerez le caractère, naturellement, un peu outré de mon propos, mais il y a bien, me semble-t-il, dans nos processus de décision publique, l'idée que la dépense publique est toujours une réponse aux situations, quelles que soient les situations que l'on rencontre. Et, encore une fois, je ne me mets pas en dehors du lot. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, attirés par cela. J'ai été maire, Philippe Juvin l'a rappelé. J'avais une demande de mes concitoyens que j'avais du mal à ignorer, moi aussi, dans cette position. Je ne sais pas résoudre très clairement cette équation, à part par un immense effort collectif consistant à nous interroger tous ensemble sur la pertinence d'un certain nombre de nos dépenses publiques. Merci infiniment. Nous avons terminé. Je n'ai plus de questions. Monsieur le rapporteur avait une dernière très très courte question à vous poser. En réalité, elle est double et très brève. Si on considère que les recettes non compensées sont à l'origine tout ou partie de l'endettement depuis 2017, est-ce que l'on peut dire qu'il y a un effet positif sur le pouvoir d'achat, compte tenu de la croissance du pouvoir d'achat depuis 2017? Et deuxièmement, est-ce que vous jugez d'un regard négatif la détention de la dette par des non-résidents, ou bien est-ce qu'on peut considérer que... Non, mais je ne vais pas rouvrir ce débat, mais est-ce qu'on peut considérer que, après tout, c'est peut-être aussi un outil de diversification qui est utile au financement de la dette française? Merci. Et donc, du coup, je complète. Est-ce que vous croyez que le retour en 2027 à 3% a des chances d'arriver? Vous avez chacun 10 secondes. Je pense que la croissance de la dette, dont la contrepartie est la baisse d'impôts et un certain nombre de dépenses publiques, a bénéficié au pouvoir d'achat des ménages au maintien d'un taux de marge satisfaisant des entreprises. Deuxièmement, les marchés financiers sont tels actuellement qu'effectivement, les produits sont diversifiés. On a des étrangers qui achètent de la dette publique française et on a des institutions françaises qui préfèrent détenir de la dette étrangère pour des raisons de rentabilité, etc. C'est la liberté des mouvements de capitaux. Et ensuite, merci. Je ne crois pas au retour aux 3%. Merci, monsieur Lodon. Merci beaucoup. Je serai très rapide. Je crois que les baisses de fiscalité ont contribué à la croissance et que la croissance de manière générale contribue évidemment à soutenir le pouvoir d'achat. Dans quelle ampleur, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Sur les non-résidents, je ne considère pas que ce soit un problème. Et sur le retour sous la barre des 3% en 2027, je citerai mon voisin. Alors, dans une citation que moi j'attribue à Pierre Dac sur l'incertitude des prévisions. Cela étant, je comprends qu'il y a un relatif consensus sur le fait que c'est assez peu probable. Le président Chirac n'a jamais cité ses sources. Sur les différents points que vous avez évoqués, la seule chose qui m'arrête dans le fait de ne faire simplement écho aux deux réponses qui viennent d'avoir lieu, c'est que je rappelle que la dette est un transfert vers la génération future et que ceci ne doit jamais être perdu de vue. Autrement dit, ce qui peut bénéficier temporairement à la génération présente, très bien, se justifie-t-il aussi vis-à-vis des générations futures? Une question, me semble-t-il, centrale. Deuxièmement, sur la détention de dettes par des créanciers étrangers, ne paraît pas être un problème en soi.
en termes notamment de souveraineté, tout simplement parce que les détenteurs de dette, tout ce qu'ils font, c'est encaisser leur intérêt et, le moment venu, s'attendent à être remboursés. Ça fonctionne bien aussi longtemps que, en quelque sorte, on nous prête la capacité de rembourser. Et quand je dis qu'on nous prête, c'est au sens strict. C'est-à-dire que chaque année, on va nous prêter de quoi rembourser. Si ça devait mal tourner, encore une fois, ce n'est pas d'actualité, de toute façon, ce n'est pas en face des débiteurs étrangers que nous serions. C'est en face du mécanisme européen de stabilité. Et c'est là que la discussion se passerait. Je ne dis pas qu'elle serait agréable, mais au fond, ça cantonne le sujet. Enfin, sur les 3% que vous évoquez, je vais à nouveau citer le président Chirac, inspiré par Pierre Dac. Les prévisions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Merci beaucoup. Je crois qu'Woody Allen l'avait dit également. Merci, messieurs. Merci, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Je ne savais pas que vous aviez demandé la parole. Je suis confus. Bon, bah alors, allez-y. Bon, malheureusement, du coup, nous avons terminé. Je suis confus. Vas-y. J'essaye de faire très rapidement en 3 points. On est revenu sur les explications de la croissance de la dette. Effectivement, c'est le sens de la Commission. Mais j'aurais aimé avoir votre avis sur, donc dans les raisons de la croissance de la dette, on a notamment les crises, Covid, énergie, avec bouclier tarifaire. Est-ce que, à votre avis, en toute honnêteté, en toute transparence et sans engagement, de toute façon, tout est passé, est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui auraient potentiellement coûté moins cher et qui auraient évité autant d'endettement face à ces situations avec peu ou prou les mêmes résultats? Première question. Et puis, deuxième élément sur lequel je reviens tout le temps, mais en même temps, ça a un coût assez important. En rebond sur ce que disait mon collègue Di Filippo et sur ce que vous avez répondu, monsieur Stalignat, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait eu une période de taux qui était très bas, voire négatif, et que l'AFT en avait profité. Je ne suis pas sur le même créneau, je considère qu'elle n'en a pas profité parce qu'en réalité, elle a continué à émettre des OATI, de la dette indexée sur l'inflation, y compris à une période où elle aurait pu se dire, bon, on laisse de côté et puis on ne capitalise que sur ce qui ne coûtera rien. Quel est votre avis sur la partie de dette indexée sur l'inflation? Est-ce que maintenant qu'on a vu les limites et le gros coût que ça pouvait avoir en cas de crise, on doit continuer? Ou est-ce que maintenant qu'on a, on va dire, pris la première décharge, le premier retour de bâton de cette partie de dette, est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop? Je vous remercie. Tu avais également une question. Acceptes-tu de la poser en même temps? Oui, merci. Oui, ma question est simple. C'est tenter d'avoir une réponse à cette triple contradiction qui est d'être aujourd'hui le champion du monde. La France est le champion du monde des impôts, des prélèvements obligatoires. La France est l'un des pires pays en matière de dette publique en Europe, avec ce qu'on appelle, pas très gentiment, le Club Med, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Mais en termes de progression, la pire progression est celle de la France, puisque même la Grèce, petit à petit, fait des progrès en matière de dette publique. Et enfin, nous sommes le pays qui a la plus forte dégradation. En tout cas, il suffit d'avoir grandi dans ce pays depuis 30 ans, 40 ans, pour voir que nos services publics, Monsieur Lenoir, vous en parliez avec l'éducation nationale, avec les universités. On pourrait également en parler avec l'hôpital et tous nos services publics qui se dégradent. Donc, comment expliquer cette triple contradiction? Être champion du monde des impôts, d'avoir jamais autant prélevé et être ceux qui prélèvent le plus, être parmi les plus endettés et d'être ceux qui ont les services publics qui se dégradent le plus depuis 30 ans. Merci. Messieurs, qui commence? Monsieur Staniak. Pour répondre rapidement, effectivement, certains maintenant disent on a trop dépensé. Hein, au moment du Covid, on a donné à des entreprises, finalement, on a donné à toutes les entreprises, on aurait pu être plus sélectif. Au moment du bouclier tarifaire, on aurait pu, au lieu de faire le bouclier tarifaire, on aurait pu cibler principalement les familles les plus pauvres. Il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, ex post, on peut toujours imaginer qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, la France a choisi le bouclier tarifaire qui avait l'avantage de réduire l'inflation. On est quand même le pays qui a eu d'Europe où l'inflation a été la plus faible, donc à cause du bouclier tarifaire. Bon, et ensuite, c'est un choix. Ensuite, le problème vous évoquez un problème qui demanderait des heures et des heures, le problème des emprunts indexés. Les emprunts indexés, on les émet. C'est un pari entre l'État et les marchés.
puisque les marchés ont le choix, emprunt indexé ou emprunt non indexé. Ils font selon leur prévision d'inflation. Voilà, donc c'est un jeu. Et effectivement, on a perdu, le Trésor a perdu, et on peut le regretter et dire peut-être effectivement qu'il faut arrêter de jouer. Merci, Monsieur Le Doyen. Pardon. Je vais répondre juste à la dernière question, si vous voulez bien, si vous me permettez. Cette triple contradiction, elle s'explique par l'efficience de la dépense publique, tout simplement. Est-ce que la dépense publique est efficace? Dans quelle mesure? C'est une question, je crois, qu'on a évoquée tout à l'heure aussi. Le fait qu'elle soit probablement relativement inefficiente explique que les prélèvements soient plus élevés que ce qu'on pourrait souhaiter qu'ils soient, que la dette soit plus élevée, et également la dégradation des services publics. C'est une question que j'évoquais au début. On a une abondance de ressources et paradoxalement, sur le terrain, une pénurie de moyens. Très rapidement, messieurs les députés, sur la question de la gestion de la crise sanitaire et de ce qui a suivi. Naturellement, on peut toujours imaginer qu'on aurait pu faire mieux. Moi, j'observe deux choses. Nous sommes ressortis de la crise sanitaire en retrouvant rapidement un niveau de croissance satisfaisant et plus vite que nos principaux voisins, ce qui plaide plutôt en faveur de la pertinence des mesures qui ont été prises. Et comme cela a déjà été dit, nous avons traversé la phase de remontée de l'inflation avec un niveau d'inflation plutôt plus faible que nos principaux voisins. Alors après, il faut mettre en face naturellement le coût que ça représente versus l'avantage que cela constitue. Mais par rapport à l'un des thèmes de la Commission, qui est le lien entre dette et pouvoir d'achat, il me semble qu'on est directement sur l'un de ces sujets. Sur les OATI, je manque un peu de recul pour vous répondre, parce qu'au fond, il faudrait pouvoir construire un bilan de l'instrument OATI sur la longue durée, pour voir les périodes où on a été gagnant et les périodes où on a été perdant. Je n'en dispose pas. Donc je comprends bien qu'on a été très perdant sur la période forte de remontée de l'inflation, mais malgré tout, est-ce que sur la longue durée, ce pari qu'a évoqué M. Serdignac a été plutôt gagnant ou plutôt perdant? Je n'ai pas les éléments en tête. Enfin, sur dernier point que vous avez abordé, c'est à mon sens toute la question de ce que nous mettons en face de la dépense publique en termes de biens et services rendus à la population. Le débat est immense, donc je ne le réengage pas, Monsieur le Président. Merci infiniment. Cette fois-ci, je lève la séance. Merci infiniment, messieurs et mesdames.